Avez-vous déjà entendu parler de ces rencontres au sommet où les présidents africains et français se retrouvent? Un peu comme des stars de cinéma sur le tapis rouge, prêts à écrire l'histoire avec une poignée de main et un sourire éclatant. Accrochez-vous, car je vais vous montrer quelques-unes des rencontres les plus emblématiques avec des rebondissements dignes des meilleurs scénarios hollywoodiens. Je vous plante le décor. Nous sommes en 1973 au palais de l'Élysée. L'actuel président Georges Pompidou, avec son air sérieux, accueille le tout premier sommet France-Afrique. Une idée soufflée par le président nigérien Amani Diori. Autour de la table, des figures emblématiques, Jean Bédel Bokassa de Centrafrique, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Albert Bernard Bongo du Gabon et bien d'autres. Une réunion qui pose les bases d'une longue série de rencontres avec des discussions passionnées, des accolades chaleureuses et bien sûr des promesses en pagaille. Flashback sur le 8 mai 1980 à Nice. Valéry Giscard d'Estaing, toujours élégant, organise un sommet préparé aux petits oignons. Pour la première fois, les ministres des Affaires étrangères ont mis la main à la pâte un mois plus tôt. Parmi les invités, Théodoro Obiang Nguema Mbassoko de Guinée équatoriale, fraîchement arrivé au pouvoir après avoir renversé son oncle. Ambiance familiale, n'est-ce pas? Sans oublier le général Siad Barre de Somalie et Siaka Stevens de Sierra Leone, une belle brochette de leaders prêts à refaire le monde autour d'un pastis bien frais. Continuons avec Mitterrand. Imaginez la scène. Le 20 juin 1990, dans la charmante station balnéaire de la Baule, François Mitterrand accueille 37 chefs d'État africains. Tout le monde s'attend à une réunion tranquille, mais Mitterrand, tel un magicien sortant un lapin de son chapeau, annonce que désormais l'aide française sera conditionnée à l'introduction du multipartisme. Stupeur générale. Les présidents africains, habitués à des régimes monolithiques, se regardent éberlués. Certains pensent même que c'est une blague, mais non. Mitterrand est sérieux et cette déclaration va secouer le cocotier politique africain. Ah, Jacques Chirac, le président français qui a eu sans doute l'une des relations les plus savoureuses avec l'Afrique. Entre ses légendaires tapes dans le dos, ses blagues bien senties et son amour pour la bonne bouffe africaine, chaque rencontre avec un dirigeant africain était un spectacle en soi. Mais s'il y a bien une rencontre qui reste gravée dans l'histoire, c'est le fameux sommet France-Afrique de Yaoundé en 2001. Attachez vos ceintures, cette histoire vaut le détour. Nous sommes en janvier 2001, sous le soleil écrasant de Yaoundé, au Cameroun. Paul Biya, président depuis bientôt 20 ans à l'époque, et toujours en poste aujourd'hui, du jamais vu, reçoit Jacques Chirac et une ribambelle de présidents africains triés sur le volet. L'objectif du sommet? Parler coopération, démocratie et développement. Mais entre nous, les vraies discussions se passent souvent hors caméra, autour d'un bon repas et d'un verre de vin français. Dès son arrivée, Chirac est fidèle à lui-même. Grand sourire, poignée de main virile et petite blague bien sentie. On raconte même qu'il aurait dit à Biya en plaisantant: « Ah Paul, tu es là depuis plus longtemps que moi, comment fais-tu » Rire nerveux, Biya sourit mais on sent qu'il préfère changer de sujet. Mais le vrai moment de tension, celui qui a marqué ce sommet, c'est lorsque Mouammar Kadhafi, alors guide suprême de la Libye, débarque avec une idée, disons, explosive. Kadhafi, toujours vêtu de ses tenues extravagantes et accompagné d'une délégation impressionnante, veut convaincre ses homologues africains de se désolidariser de la France et de créer une union africaine totalement indépendante de l'Occident. En clair, il propose de remplacer le franc CFA par une monnaie unique africaine et d'en finir avec l'influence française sur le continent. Tout le monde retient son souffle, certains présidents africains échangent des regards inquiets. Biya, lui, observe la scène impassible. C'est alors que Chirac, visiblement agacé, réplique avec son légendaire franc-parler. « Ce n'est pas le sujet, colonel. Nous sommes ici pour parler de coopération, pas pour créer des polémiques. » Un silence de plomb s'installe. Kadhafi fixe Chirac. Chirac fixe Kadhafi. Qui va céder? Finalement, le leader libyen lâche un sourire énigmatique, hausse les épaules et s'adoucit. Très bien, Jacques. Parlons coopération. Mais tout le monde a compris. Chirac a marqué son territoire. Il ne laissera pas le sommet lui échapper. Après les tensions politiques, place à ce que Chirac préférait dans ses voyages africains, la bouffe. Et autant dire qu'il n'a pas été déçu.
Lors du dîner officiel, les chefs d'État sont accueillis avec un banquet royal, ndolé, poisson braisé, plantain frit et bien sûr bain français. Chirac, connu pour son amour des bonnes tables, se régale. On raconte même qu'après avoir goûté au soya, ce sont des brochettes de viande épicée, il se serait tourné vers Biya avec un clin d'œil complice. Paul, il faudra m'en envoyer à l'Élysée. Ce sommet de 2001 a marqué l'un des derniers grands actes de la diplomatie africaine de Chirac. Il était sans doute le dernier président français à avoir une relation profondément personnelle et chaleureuse avec les dirigeants africains. Il connaissait leurs habitudes, leur famille, leur cuisine, et eux, en retour, lui rendaient bien cette affection. Mais cette relation était aussi critiquée. Chirac était vu par certains comme le protecteur des présidents à vie, refusant de leur mettre la pression sur la démocratie, contrairement à son successeur Nicolas Sarkozy. Quoi qu'il en soit, Chirac restera à jamais l'un des présidents français les plus africains, un homme qui savait mélanger politique et convivialité comme personne. Alors, si vous entendez un jour parler de la dernière grande époque de la France-Afrique, souvenez-vous de ce sommet de Yaoundé où Chirac et Kadhafi se sont affrontés, où Biya est resté imperturbable et où un président français est tombé amoureux d'un plat de soya. Ah, Nicolas Sarkozy, l'homme qui parlait vite, qui gesticulait beaucoup et qui surtout voulait absolument dépoussiérer la relation entre l'Afrique et la France. Mais entre volonté de modernisation et déclarations fracassantes, certaines de ces rencontres avec les présidents africains ont donné lieu à des moments aussi cultes que gênants. Mais s'il y a une rencontre qui a marqué les esprits, c'est bien celle de Dakar, le 26 juillet 2007. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous parce que cette histoire a tout d'un film à suspense, une grande arrivée, un discours explosif et une sortie sous tension. Nous sommes en plein été 2007, Sarkozy vient d'être élu depuis à peine 2 mois et il veut absolument redéfinir la relation entre la France et l'Afrique. Fini la France-Afrique, place à un partenariat moderne et franc. Et pour ça, quoi de mieux qu'un voyage officiel à Dakar au Sénégal pour s'adresser directement à la jeunesse africaine. Le décor est planté. L'université Cheikh Anta Diop, haut lieu intellectuel du Sénégal, une salle pleine d'étudiants, de professeurs et de politiciens. À la tribune, Sarkozy s'avance, sourire en coin, sûr de lui. Je suis venu vous parler avec franchise. Bon, jusque-là tout va bien, mais c'est après que ça se gâte. Sarkozy commence par vanter les liens historiques entre la France et l'Afrique. Tout le monde écoute poliment. Mais soudain, il lâche la phrase qui va déclencher un séisme politique et médiatique. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Silence total dans la salle. Certains étudiants se regardent, d'autres écarquillent les yeux. Il continue. Le paysan africain, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Là, c'est officiel, tout le monde est sous le choc. Dans l'assistance, certains jeunes hochent la tête d'un air perplexe, d'autres bouillonnent mais restent silencieux par respect pour l'événement. Après son discours, Sarkozy salue les officiels sénégalais qui gardent un sourire de circonstance, mais l'ambiance a changé. Les regards sont froids, les poignées de main plus brèves. Dans les couloirs, un ministre sénégalais glisse discrètement un conseiller français. Il a vraiment dit ça ? Et dès le lendemain, c'est la tempête. Dans toute l'Afrique, les intellectuels, les médias et même certains chefs d'État dénoncent un discours méprisant. On parle d'une vision colonialiste, d'un mépris pour l'histoire africaine et de la pire bourde diplomatique d'un président français en Afrique. Abdoulaye Wade, le président sénégalais de l'époque, est un fin stratège politique. Devant Sarkozy, il garde son calme, mais il sait que son peuple est en colère. Quelques jours plus tard, il répond avec classe et ironie. L'Afrique est entrée dans l'histoire bien avant la France, et elle l'a même aidé à y entrer. Boum! Il rappelle le rôle des tirailleurs sénégalais dans les guerres mondiales et l'héritage des civilisations africaines comme l'Empire du Mali ou l'Égypte antique. Sarko, lui, fait profil bas, il comprend qu'il a sous-estimé la portée de ses mots. Après Dakar, Sarkozy n'a plus jamais été accueilli en Afrique de la même façon. Les relations avec certains pays africains se refroidissent. Le discours de Dakar est resté un point de rupture pour de nombreux jeunes Africains qui l'ont vu comme une preuve que la France ne comprenait pas leur continent. En France, le malaise est total. Même des personnalités politiques qui soutenaient Sarkozy
reconnaissent que son discours était une erreur. 3 ans plus tard, en 2010, Sarkozy retourne en Afrique, cette fois au Gabon. Et devinez quoi? Il tente de rattraper le coup. Devant un parterre de journalistes, il lâche une phrase bien différente de 2007. Je veux dire avec force que l'Afrique a toute sa place dans l'histoire et qu'elle y a toujours été. C'est bon Nico, il était temps. En résumé, Sarkozy voulait révolutionner la relation entre la France et l'Afrique, mais il a surtout réussi à se mettre une bonne partie du continent à dos. Le discours de Dakar restera jamais dans l'histoire comme un des pires moments de la diplomatie française en Afrique. Une leçon pour tous les présidents qui viendront après lui en Afrique, il faut écouter avant de parler. Et vous, vous auriez réagi comment en entendant cette phrase en plein discours officiel? Enchaînons avec François Hollande, le président au sourire discret, aux lunettes toujours bien ajustées et aux phrases parfois hésitantes. Lui qui s'était présenté comme l'anti-Sarkozy, un président normal, n'imaginait sûrement pas que l'Afrique allait l'embarquer dans l'une des décisions les plus explosives de son quinquennat. Car oui, s'il y a bien un moment où Hollande a marqué l'histoire en Afrique, c'est son intervention militaire au Mali en 2013. Ce jour-là, moi, président, a dû enfiler un costume de chef de guerre et ce, en un claquement de doigts. Attachez vos ceintures, car cette histoire a tout d'un film d'action, une menace imminente, une décision en urgence et une arrivée triomphale digne d'un héros de cinéma. Nous sommes en janvier 2013. Le Mali est en pleine crise politique après un coup d'État et des groupes djihadistes ont pris le contrôle du nord du pays. Leur objectif? Marcher sur Bamako, la capitale, et instaurer un régime islamiste. Le président malien par intérim, Diongounda Traoré, appelle Paris en urgence. Monsieur Hollande, si vous ne faites rien, Bamako tombera en quelques jours. C'est la panique, l'armée malienne est dépassée, le pays est au bord du chaos. Et Hollande, qui était jusque-là plutôt discret sur la scène internationale, prend une décision radicale en quelques heures. Le 11 janvier 2013, en une nuit seulement, Hollande donne son feu vert pour une intervention militaire éclair, l'opération Serval. Des centaines de soldats français sont envoyés en urgence, l'armée française débarque à Bamako, remonte vers le nord du pays et en quelques jours repousse les djihadistes comme dans un film hollywoodien. Boum! Les bases terroristes tombent les unes après les autres. C'est un succès total et en un temps record, les militaires français sauvent Bamako d'un effondrement annoncé. Et là, c'est le retournement de situation que personne n'avait vu venir. Quelques semaines après le début de l'opération, Hollande décide de se rendre à Bamako pour constater les résultats sur place. Le 2 février 2013, l'avion présidentiel atterrit et là, scène surréaliste. Des dizaines de milliers de Maliens l'attendent, hurlant son nom comme s'il était une rockstar. Hollande, Hollande, Hollande! Les drapeaux français flottent partout. Certains crient même « Papa Hollande, sauveur du Mali !» Et le clou du spectacle, en pleine cérémonie, un chef traditionnel malien lui offre un chameau en guise de remerciement. Spoiler alert, le chameau a été confié à une famille locale qui l'a mangé quelques semaines plus tard. Pris dans l'euphorie, Hollande, qui a d'habitude choisi bien ses mots, lâche une phrase qu'il va regretter. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Aïe, à Paris, ça grince des dents, les opposants se moquent de lui. Donc, son plus beau jour, c'est au Mali, pas en France. Mais au Mali, on s'en fiche, Hollande est devenu un héros. De retour en France, François Hollande se rend compte que la guerre, c'est plus facile à commencer qu'à finir. L'opération Serval dure plus longtemps que prévu. Les groupes terroristes reculent mais ne disparaissent pas totalement. La France est coincée au Mali pour des années. François Hollande n'était pas du genre à rêver de guerre et de coup d'État, mais ce jour de janvier 2013, il a pris une décision rapide, courageuse et lourde de conséquences. En Afrique, il reste le président français qui a sauvé un pays en danger. En France, il a prouvé qu'il pouvait être ferme quand il le fallait. Mais la guerre contre le terrorisme ne s'est pas arrêtée là, et la France a fini par se retirer du Mali dans des circonstances compliquées. Alors, François Hollande, président normal? Oui, peut-être, mais Papa Hollande, ça ne l'avait pas vu venir. Finissons avec Emmanuel Macron, le président de la Startup Nation, du en même temps et surtout le premier président français né après les indépendances africaines. Autant dire que quand il arrive à l'Élysée en 2017, il veut tout changer dans la relation entre la France et l'Afrique. Son objectif? Rompre avec la vieille France-Afrique, parler
direct aux jeunes Africains et montrer que le temps du paternalisme est terminé. Mais voilà, en Afrique, on n'efface pas 60 ans d'histoire avec un sourire et des grandes phrases. Et s'il y a une rencontre qui a montré que Macron n'allait pas avoir la tâche facile, c'est bien celle de Ouagadougou au Burkina Faso en novembre 2017. Accrochez-vous parce que cette histoire a toute une tragicomédie, un discours inspiré, une salle électrique, un président burkinabé qui s'éclipse et une punchline qui va faire le tour du monde. Nous sommes le 28 novembre 2017, Macron arrive à l'université de Ouagadougou, prêt à donner un grand discours devant 800 étudiants burkinabés. L'image est forte, un président français jeune, en manches retroussées, qui veut jouer la carte du cool. Une salle remplie de jeunes Africains impatients mais sceptiques. Macron commence fort. Je suis d'une génération qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Applaudissements polis, bon début. Mais très vite, l'ambiance change. Quand vient le moment des questions, ça chauffe. Les étudiants ne sont pas là pour faire des selfies, ils veulent des réponses. Un étudiant lui demande « Monsieur le Président, pourquoi la France contrôle toujours notre monnaie, le franc CFA ?» Macron, un peu crispé, tente de botter en touche. « C'est vous les Africains qui décidez de garder cette monnaie. » Gros murmure dans la salle. Un autre lance « Et vos bases militaires en Afrique, pourquoi vous ne partez pas ?» Macron commence à transpirer au sens propre et figuré. Mais c'est à ce moment-là que la scène culte arrive. Dans la salle, Roch-Marc Christian Gaboré, président du Burkina Faso, assiste à l'échange. Il est visiblement mal à l'aise. Et soudain, il se lève discrètement et quitte la salle. Les étudiants ricanent. Et là, Macron lâche une réplique qui va devenir mythique. Mais il est parti ? Restez là, il est allé où ? Il est parti réparer la climatisation ? Fou rire général. Les étudiants explosent de rire. Même les ministres présents ne peuvent pas s'empêcher de sourire. En quelques heures, la phrase fait le tour des réseaux sociaux. On voit des tweets du genre « Macron a clashé notre président en direct, c'est incroyable ». Mais en coulisses, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Dès le lendemain, la presse burkinabé est furieuse. Un président étranger se moque du nôtre et nous, on rit. En réalité, Gaboré n'était pas sorti pour la clim, mais pour un problème logistique. Sauf que la punchline de Macron a tout changé. Dans toute l'Afrique francophone, les réseaux sociaux s'enflamment, certains trouvent la blague géniale, d'autres dénoncent un manque de respect total et surtout un sentiment grandi. Ce Macron, il parle bien, mais au fond, c'est toujours la même France. De retour à Paris, l'Élysée comprend que le voyage a laissé des traces. Au Burkina Faso, des manifestations éclatent contre la présence militaire française. En France, la diplomatie tente de calmer le jeu. On explique que Macron voulait juste plaisanter, qu'il n'y avait aucune volonté d'humilier Gaboré. Mais le mal est fait. Macron a compris que la relation avec l'Afrique ne se construirait pas en un discours et quelques blagues. Ce voyage était censé montrer une rupture avec l'ancienne France-Afrique. Mais finalement, il a surtout révélé à Macron que l'Afrique ne veut plus seulement des mots. Sa spontanéité et ses punchlines font rire, mais elles peuvent aussi agacer. Beaucoup ont vu dans sa blague un manque de respect envers un chef d'État africain. Et surtout, le voyage n'a rien changé aux vraies tensions sur le franc CFA, les bases militaires et l'influence française. En résumé, Macron est arrivé en Afrique comme un prof cool qui voulait discuter avec ses élèves, mais il est reparti en comprenant que la classe était déjà en pleine révolte. Alors la prochaine fois qu'il reviendra, il évitera peut-être de parler de climatisation ou pas. Et voilà les amis, un tour d'horizon des rencontres les plus iconiques entre présidents africains et français, des moments chargés d'histoire, de surprises et de décisions qui ont façonné les relations entre la France et le continent africain. Restez à l'écoute car avec ces leaders, chaque rencontre est une nouvelle aventure pleine de rebondissements. Bien sûr, dites-moi quel est le moment que vous avez aimé ou détesté, dites-le-moi dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Merci, bisous!